Connu grâce à un de ses bouquins qui s'appelle Ce chat qui a changé ma vie. Et elle est venue m'interviewer et nous sommes devenus très rapidement amis. C'est quelqu'un qui aime vraiment ce qu'elle fait, qui le fait bien, qui travaille pour la presse, qui a été d'abord vétérinaire installé, puis qui ensuite est devenu, disons, on pourrait dire, journaliste, qui va un peu partout représenter la voix française de la non-violence, de l'adoption, de la vie en commun avec les animaux. Donc c'est quelqu'un d'incroyablement sérieux, qui était vraiment très contrarié de ne pas être avec nous aujourd'hui. Et on avait la possibilité, j'allais dire elle est malade, tant pis. Et puis finalement, l'une comme l'autre, on n'a absolument rien préparé, sinon que Anne-Claire nous a envoyé son PowerPoint et qu'on va vous le passer avec à chaque fois l'une l'autre un petit commentaire sur ce qu'elle a dit. Alors en tout cas, elle est éditée chez Larousse. Et vraiment, n'hésitez pas à regarder ce qu'elle écrit, même dans la presse professionnelle. C'est intéressant, très important pour nous et pour, disons, la vie animale normale, d'avoir des gens de la classe d'Anne-Claire. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je vous laisse informer. Donc, je parle au nom d'Anne-Claire, nous sommes d'accord. Je suis vraiment navrée de ne pouvoir être des vôtres cet après-midi, et vous prie de bien vouloir m'en excuser. Le corps rappelle parfois énergiquement l'esprit à la raison et au bon sens. Puisque sans lui, on ne peut se déplacer, il mérite donc le respect, surtout quand il souffre. De ce point de vue, les chats sont bien plus raisonnables que nous. Quand ils sont malades, ils se cachent, dorment en attendant d'être plus vaillants. Je voulais, sur le beau sujet qui vous réunit aujourd'hui, apporter mon témoignage et mon expérience de plus de 35 années passées au contact des chats et de leurs familles. Ce qui est plaisant avec le chat, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. On aime ou on déteste. Et derrière ce rejet, il y a souvent une ou des peurs. La peur d'un autre, si différent, au caractère bien trempé, qui ne s'en laisse pas compter, même si derrière les réactions vives des chats se nichent fréquemment des peurs ou des colères souvent légitimes. Donc, une forme de violence, en réaction épidermique et immédiate, à la façon dont nous les traitons mal, sans le respect qui leur est dû. De ce point de vue, les chiens sont d'une tolérance inouïe et se laissent faire. On dit d'ailleurs être traité comme un chien, une expression de « je serais bien heureuse qu'elle disparaisse ». Car, à mieux traiter les chiens et les autres animaux, nous traiterions aussi mieux nos semblables. Tout vétérinaire devrait porter au chat une reconnaissance infinie, puisque c'est le premier animal sur lequel il devient un chirurgien. Depuis plus de 300 ans, la castration du chat, puis l'ovariectomie de la chatte sont les premières interventions chirurgicales confiées aux étudiants sous la supervision de leurs aînés. Or, si vous interrogez des vétérinaires, ce dont ils se souviennent, c'est de la facilité ou de la difficulté avec laquelle ils ont, ce jour-là, lors de leur première chirurgie, anesthésié leurs patients félins, avec plus ou moins de douceur, plus ou moins de bonheur, plus ou moins de peur. Au cours de nos études, nous apprenons à mieux connaître le comportement de tous les animaux, leur façon d'être, de fonctionner, ce qui les effraie, les attire. Certains d'entre nous, je pense à Jacqueline Becker, c'était pas prévu, dont l'enfance s'est déroulée en partie à l'école des animaux, ont déjà au cours de leur enfance été initiés, positivement ou pas, au monde animal, avec des facilités ou des réticences à l'endroit de l'animal. L'éthologie, que j'ai eu le plaisir de découvrir sur les bancs de l'école vétérinaire à Toulouse, est une école de l'observation, de la compréhension, qui permet d'agir sans faire ni avoir peur. Avec le chat, ce qui est intéressant, c'est qu'aucun des concepts de dominance qui ont longtemps eu cours pour l'humain, comme pour le chien, ne sont envisageables. Les chats ont toujours le dernier mot, surtout si on a le mauvais geste. Et c'est certainement ce qui agace ou effraie certains. Apprendre la non-violence avec l'animal, et avec l'humain par voie de conséquence, c'est proposer d'apprivoiser nos peurs. Pour rester dans ce que je connais le mieux, voici des images de moyens de contention
que nos confrères utilisaient il y a quelques décennies. En 1968, dans un ouvrage, il est précisé que c'est de la contention douce. Pour l'époque, certainement. Encore qu'à toutes les époques, il s'est toujours trouvé des humains un peu plus bienveillants, éveillés ou intelligents pour développer d'autres pratiques que celles imposées. Aujourd'hui, sous l'impulsion de l'association iCatCare, partout dans le monde se développent des approches dites cat-friendly, cat-animal, qui partagent le même principe. Ne pas effrayer le passant félin, le mettre dans de bonnes conditions, le manipuler avec une efficacité empreinte de respect, et de lui, et de nos mains, et de nos équipes. Cette philosophie, less is more, patience et douceur font plus que force ni que rage, vient de faire l'objet d'une publication dans Applied Animal Behavior Science. Il reste encore des gestes qui semblent à certains des détails et qui n'en sont pas, comme la prise par la peau du cou, ce que les Anglais appellent le scruffing, qui sont d'une grande violence, surtout quand ils sont pratiqués régulièrement au sein d'une structure vétérinaire. Juste quand même, pour abandonner Anne 2 secondes, on a quand même fait pas mal de progrès depuis quelques années, parce que de mon temps, on coupait encore les oreilles des boxers, et on nous apprenait, même à l'école, on nous apprenait qu'en fait, il fallait mieux ne pas anesthésier le boxer, parce que si on anesthésiait, on risquait de se tromper dans dans l'esthétique de la coupe d'oreille. Donc l'anesthésie exceptionnelle en général était une paire de baffes. Donc le vétérinaire qui était grand et fort, quand il fichait une paire de baffes à ce pauvre boxer, ça allait à peu près. Mais quand on avait des petites mimines et qu'on lui fichait une paire de baffes, je vous garantis que c'était pas terrible et qu'on risquait de se faire mordre 2 fois. Donc vous voyez que ça a quand même beaucoup évolué, heureusement d'ailleurs, dans les conditions vétérinaires. Et pour le client dont le chat est ainsi empoigné devant lui, on voit quel exemple on donne. Celui qui voudrait que la force et la violence règlent tout. De nombreuses universités vétérinaires anglo-saxonnes ont une politique affichée de non-strafing, et iCare en particulier, à l'occasion de ses 60 ans, vient de lancer cette campagne pour sensibiliser les équipes vétérinaires, les agents animaliers de refuge, les propriétaires de chats à réfléchir à leur comportement et à être plus compassionnels. C'est la même chose à la maison. Et mon fils est très fier de rappeler que nos chats l'ont mieux élevé que moi. C'est vrai que les chats apprennent rapidement aux enfants le respect de l'autre, pour autant qu'on les observe avec attention. Le fils d'Amy, Grégoire Duhaut, de ses 6 ans, adore faire des bruits d'enfants, psit, qui, pour Massy, la chatte de la maison, sont perçus comme de véritables injures, à en juger par ses oreilles qui, comme des éoliennes, tournent rapidement pour se mettre en chapeau chinois. Un simple arrêt sur image de l'interdépendance des comportements, sur l'influence qu'un simple geste bruit peut avoir sur le chat, est très pédagogique, pour l'enfant comme pour le chat. Et cela permet à tous de comprendre qu'un chat s'éduque au doigt et à l'œil en ayant la légèreté d'une plume. Le chat se chargeant lui-même d'éduquer son humain pour qu'il soit de meilleure compagnie. Toutes les histoires d'enfants et de chats ne sont pas aussi bienveillantes. J'ai eu dans le cadre des consultations de comportement des chats qui avaient été maltraités par des enfants ou des adultes et dont la rééducation n'est pas si simple. Moustaches brûlées par des enfants dont les parents ont toléré le comportement sans les arrêter et leur expliquer le respect d'autrui, chats jetés au bout d'une pièce dès le retour d'un des conjoints, etc. Il y a les situations où les impedimenta de la vie font que le chat devient insensiblement un souffre-douleur. Lorsque, par exemple, l'un des conjoints se retrouve immobilisé dans l'appartement par une maladie ou par le chômage, et se met à surveiller le chat dans ses moindres mouvements, criant dès qu'il le voit sauter sur une étagère, chose la plus naturelle du monde pour un chat. Lequel chat n'a bien souvent, comme seul moyen d'exprimer sa détresse émotionnelle, que par des projections d'urine en des endroits souvent ciblés, comme la couette, les chaussures de monsieur. Le vétérinaire et comportementaliste que je suis se retrouve avec la délicate mission du juge de paix à démêler les faits, comprendre les non-dits, entendre sans juger, car dès qu'on culpabilise un humain, il se ferme comme une huître et refuse tout changement, pour pouvoir proposer des pistes de modification environnementale et de façon d'être, ce qui paraît simple en soi, mais ne l'est pas toujours.
En allant désormais faire des consultations de comportement à domicile, je constate, comme d'ailleurs le rapportent les publications scientifiques, que les punitions physiques sont encore largement utilisées envers les animaux, y compris les chats, même s'ils se rebellent ou s'enfuient. Or, frapper un chat, lui mettre le nez dans ses urines qu'il a déposées à l'endroit qui lui paraissait le plus adéquat, n'apporte rien, et tout cela ne conduit souvent qu'à l'escalade de tensions, d'agressions et de violences stériles. Souvent, le propriétaire croit bien faire, car il l'a vu faire dans sa famille, il l'a lu ou entendu. Prouver son autorité, être le maître, sont autant d'expressions à bannir. C'est notre rôle et devoir de vétérinaire que d'expliquer les besoins fondamentaux des chats, la façon appropriée de s'en occuper, d'en prendre réellement soin, tout comme eux, s'ils sont bien traités, prennent soin de nous, et d'intervenir lorsque c'est nécessaire. Car certains humains se font clairement la main sur les animaux, qui sont les sentinelles parfois muettes et impuissantes des violences domestiques. Les violences faites aux animaux sont encore trop souvent considérées comme banales, normales. Ainsi, beaucoup de fractures de jeunes chats sont souvent considérées comme des accidents, alors que le chat est un animal particulièrement souple, doué d'un sens de l'équilibre et d'une musculature d'athlète. Comment pouvons-nous toujours croire qu'il soit tombé du lit, de la table ou du balcon ? Où commence vraiment la maltraitance ? Certainement dans la non-stérilisation, non-identification des chats qui leur coûte l'abandon sauvage et souvent l'euthanasie en fourrière. 8348 chats en 2016, avec un chiffre en dessous de la triste réalité. Alors je vous laisse un petit peu de temps peut-être pour regarder les tableaux et les chiffres qui n'ont pas été commentés. Mais bon, les chiffres sont intéressants. Donc soit 8348 chats euthanasiés en fourrière en 2016 et 1632 chiens. La notion de maltraitance animale et le rôle que les vétérinaires, aux côtés des médecins, psychologues, dentistes, infirmières, sages-femmes, etc., peuvent jouer dans son dépistage, sa prise en charge. Beaucoup des personnes maltraitantes reproduisent souvent ce qu'elles ont eux-mêmes subi, et sa prévention nous ont conduit à créer le 26 avril dernier l'Association contre la maltraitance animale et humaine, AMAH, qui a pour ambition le bien vivre ensemble, êtres humains et animaux domestiques, dans un respect mutuel, et pour mission de comprendre le lien entre la violence faite aux animaux domestiques et la violence faite aux personnes, en particulier vulnérables. Fédérer tous les acteurs concernés par la violence domestique, animale et humaine, pour prévenir et porter assistance aux animaux domestiques et aux êtres humains qui s'y sont confrontés. Apprivoiser nos peurs pour être demain encore moins violents qu'aujourd'hui fait partie de la pacification que la plupart des animaux peut nous aider à adopter. L'amour inconditionnel que nous partageons avec nos chats est une école de compassion chaque jour renouvelée. Je vous le relis parce que ça vaut la peine d'être bien retenu. Apprivoiser nos peurs pour être demain encore moins violents qu'aujourd'hui fait partie de la pacification que la plupart des animaux peut nous aider à adopter. L'amour inconditionnel que nous partageons avec nos chats est une école de compassion chaque jour renouvelée. Très bien, merci beaucoup Astrid Guillaume et Jacqueline Pecker d'avoir, au nom donc de Anne-Claire Gagnon, qui malheureusement est souffrante, d'avoir lu ce texte et de nous avoir envoyé ce texte surtout, afin de poursuivre la conférence. Donc j'invite de nouveau David Milsan, donc on va pouvoir installer le débat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas justement. Donc il y a donc deux vétérinaires à nos côtés. Donc avez-vous des questions?
de questions pour le moment. Si, juste une. En tout cas, on va essayer de faire court, hein, parce qu'on est un petit peu en décalage sur le timing. Les intervenants qui vont arriver juste après, il y en a certains qui ont des impératifs de transport. Donc on va peut-être prendre 2 questions, et puis à la fin, quand on aura terminé la dernière table ronde, à ce moment-là, on pourra revenir effectivement sur des questions peut-être complémentaires qui vous avez peut-être pas forcément là tout de suite en tête, mais du coup que vous pourriez peut-être avoir tout à l'heure. Donc je vais laisser la parole. Oui, bonjour, j'aurais une question pour vous trois d'une façon un peu différente. Est-ce que, en tant que médecine complémentaire, je dirais, vous faites parfois appel à la communication animale, ce qu'on appelle la communication animale? Et aussi, madame, est-ce que vous étudiez les échanges linguistiques? Évidemment, le terme est très mal choisi, mais les échanges qui peuvent se passer à travers la communication animale. Alors, quand je vous rappelle que je suis sorti de l'école en 1963 et que la communication, c'était les communications téléphoniques à l'époque. Hein. On ne parlait pas de communication animale, et je crois que si on avait même simplement dit non, on serait fait un peu... bon. Et puis les années ont passé, on a découvert aux États-Unis, moi j'ai même fait venir ici une femme un jour qui avait pignon sur rue à New York, mais qui faisait pas, c'était pas de la communication animale, c'est vraiment de la, j'allais dire, elle était psy, un vrai psy. Ça a étonné beaucoup de mes confrères médecins homéopathes, mais elle faisait un vrai travail. Et puis elle a fait la connaissance d'une femme qui est d'origine suisse, qui s'appelle Fabienne Maillefer, qui est l'une de nos toutes premières femmes s'intéressant à la communication animale. Moi j'ai pas, c'est pas que j'ai souri un peu quand j'ai entendu parler de ça, si vous voulez, parce que j'avais dans mon cabinet une quantité considérable de radiesthésistes qui venaient pour retrouver les chats perdus ou les chiens perdus avec leur pendule, donc j'étais un peu habitué à tout ce qui se passait. Mais là, quand même, quelque chose m'a pris un peu aux tripes, et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et le travail qu'a fait Fabienne dans un de ses livres, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a eu d'autres gens de la communication animale. Aujourd'hui, je vois ça d'un œil très ouvert, très attentionné. J'ai beaucoup de relations, je pourrais presque dire amicales, avec les gens qui font de la communication animale. Je crois que c'est bien. J'aime moins quand, par exemple, le chat préfère dire à la communicante tu diras à ta vétérinaire qu'elle s'est plantée, j'ai sûrement une pancréatite et non pas mal au cœur comme elle le pensait. Mais bon, c'est uniquement une petite affaire d'orgueil personnel. Mais je crois que ça doit faire partie, en tout cas, cette connaissance de la communication animale, de notre, pas le mot attirail thérapeutique, parce qu'il ne faut pas comparer avec ce que nous a dit tout à l'heure le professeur, qui est quelque chose de la pointe même de la médecine vétérinaire, mais en tout cas de la médecine vétérinaire au quotidien. La médecine vétérinaire de tous les jours est une espèce de médecine, mettez vétérinaire entre guillemets, ça ne vous embête pas, qui nous rapproche, disons, sentimentalement de l'animal avec lequel on vit. Voilà, sans parler de choses trop compliquées. Et il y a effectivement des possibilités de travail dans ce domaine. Oui, je suis intéressé par ça, et je travaille avec des équipes qui font de la communication animale. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait des choses qu'on ne connaissait pas. On a appris aussi aux gens, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est le T-Touch. On a appris aux gens à toucher leurs animaux. Car il y a 30 ou 40 ans, il y avait des gens qui ne savaient pas toucher. Elle a raison, Anne-Claire. Les gens ne savaient pas toucher leur chat. On prenait le chat comme ça, on le posait sur la table. Aujourd'hui, on a compris qu'il y a un type de caresse, il y a un type de baiser, il y a un type de mot. Il y a un type de colère aussi. Tu ne peux pas continuer à faire un truc comme ça, tu vois. Et il y a un échange qui s'est fait, que nous n'avions pas il y a 30 ou 40 ans, et qui aujourd'hui est vraiment la vie au quotidien. La vie au quotidien. Voilà, c'est pas que l'amour, hein, mais le besoin, la vie, le sentiment, etc. On vit plus de la même manière. Attends, on ne vit plus non plus peut-être de la même manière entre nous, on ne vit plus de la même manière dans un couple, on ne vit plus de la même manière avec les enfants. La façon, par exemple, dont les gens de mon âge sont questionnés par des jeunes de 20 ans.
pour savoir comment on a fait, comment on en est arrivé là, comment on a vécu, et qu'est-ce que tu faisais, dans le temps quand tu draguais, comment ça se passait, etc. Tout a tellement changé, et tout est là. Tout a changé, et c'est vrai que la communication avec un chat, ça a pris des proportions absolument considérables. Voilà ce que je pense de cette question. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est, en tout cas ce qui me concerne, c'est que je sens un petit coup de pompe, et si Mélanie me donne l'autorisation de partir, parce que je voulais déjà partir à midi, je vais m'en aller, je vais vous laisser. Par contre, je vais vous donner les coordonnées, ceux qui sont intéressés par les médecines complémentaires et toutes les médecins. Je suis surtout spécialiste d'homéopathie, ostéo, phyto, tout ce que vous voulez, mais enfin bon, il y a des choses quand même. Vous pouvez me contacter. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. J'ai ici quelqu'un que j'ai retrouvé, avec laquelle j'ai fait une formation dans le temps. Je ne fais plus de formation pour des raisons d'ordre de fatigue, mais si vous avez des besoins, si vous avez des questions à me poser, ou si vous vous intéressez tout spécialement à l'homéopathie, n'hésitez pas. Alors, comment vous appelez ça, mon mail, c'est j.peker, P-E-K-E-R, nous.s.fr. Vous pouvez me joindre quand vous voulez, me dire qu'on s'est connu ici, et je vous promets que je vous répondrai. Il y a aussi une toute petite chose que je voulais vous dire, et qui est dans le cadre de ce que nous faisons un tout petit peu avec Anne-Claire. Méfiez-vous de l'automédication, et méfiez-vous des conseils, quels qu'ils soient. C'est pour ça que j'étais très content qu'on parle des réseaux sociaux. Méfiez-vous des conseils, quels qu'ils soient, qu'on vous donne pour des thérapeutiques, pour des soins, quels qu'ils soient. Un exemple, vous avez un chien qui secoue les oreilles, beaucoup. Il ne veut pas qu'on touche. Et dans les réseaux sociaux, vous allez trouver, il suffit de mettre 2 gouttes d'huile de perlimpinpin dans l'oreille malade, de frotter, d'avaler 3 granules d'arnica ou de calibichromicum, etc. Et je vous dis, attention. Aucune huile d'amande douce et aucun granule homéopathique, voire même aucun remède allopathique ne pourra aider cet animal qui a tout simplement dans l'oreille un épillet. Il faut un vétérinaire, du matériel, et on enlève l'épillet. Vous voyez, faites bien attention à ça. Donc autant j'ai beaucoup d'estime pour les réseaux sociaux, parce que ça nous permet de dire quelquefois tout haut ce qu'on aurait bien envie de dire tout bas et qu'on n'ose pas, mais méfiez-vous de tous ces problèmes thérapeutiques, automédication, médicaments qu'on vous propose qui arrivent de on ne sait pas où. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, et quant à moi, vous pouvez me joindre. Je l'avais promis à Mélanie, je vous fais, vous me joignez quand vous voulez. Voilà, je vous remercie en tout cas, vous avez tous été très chaleureux. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer à la table ronde numéro 3. Et donc, je vais laisser place à Mélanie, David. Merci à tous, en tout cas d'être présents aussi cet après-midi. Je vais inviter donc l'ensemble des intervenants pour cette dernière table ronde à venir me rejoindre afin qu'on puisse terminer ce colloque de la plus belle des manières qui soit. Je suis très honorée, très flattée en tout cas de terminer ce colloque, en tout cas sur cette table ronde-là avec les juristes que vous allez tous entendre les uns derrière les autres. Je pense que ça va être aussi un bon débat qui aura lieu donc à la fin de toutes ces interventions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, en tout cas, qui ont pas mal de questions à poser, en tout cas sur la question juridique, le droit de l'animal. Et en tout cas, je vais d'abord commencer donc par introduire Madame Catherine Elayel, donc, qui est une avocate depuis 30 ans et juge de proximité durant 7 ans, auteur du livre Yes Vegan, un choix de vie aux éditions L'Âge d'Homme, collection 5. Très engagée dans la cause animale, elle a créé il y a 5 ans
avec d'autres avocats, dont Hélène Touy, ici présente, et Ariel Moreau, également ici présente sur cette table ronde, l'association Animal Justice et Droit, dont elle est présidente, ancienne candidate aux législatives 2017 pour le Parti animaliste. Elle est actuellement secrétaire du bureau régional Île-de-France. Et je vais te laisser la parole, donc Catherine. Alors soyez un petit peu indulgents parce qu'en termes techniques, Ça marche là? on attend que ça fonctionne. Je ne suis pas sûre que tu en aies. Alors je te laisse la parole. Oui, bah alors, quelle présentation, mais tu as dit collection 5, c'est collection V, V comme vegan. Mais bon. Voilà, en fait, c'est l'âge d'homme. Donc, j'ai la difficile tâche de commencer. Et en fait, comme on va essayer on est toutes les quatre, j'allais dire, sur la même thématique. Donc moi, je vais essayer d'aller un petit peu dans le passé. Et puis mes collègues iront dans le présent et surtout aussi dans le futur et dans les perspectives possibles. Donc pour revenir très brièvement sur l'évolution, parce qu'aujourd'hui on est en 2018, mais le droit de l'animal c'est pas fait en une journée. Pour revenir très brièvement sur les étapes de l'évolution de la protection animale, parce que vous pouvez la lire et l'entendre partout, je voudrais quand même rappeler que on est héritier d'un code civil et on est héritier de l'animal-machine de Descartes, dont son préféré, son disciple le plus fidèle, expliquait lorsqu'il battait un animal que les cris qu'il poussait, ça n'avait rien à voir avec la douleur, en fait que c'était juste un dysfonctionnement dans ses rouages. Donc vous voyez déjà, ça donne une idée de l'opinion qu'on avait de l'animal. Et effectivement, aujourd'hui, on peut dire que la plupart des animaux, en tout cas beaucoup d'animaux terrestres et des animaux aquatiques aussi, sont des animaux sentients. Pour donner une définition très brève de la sentience, parce qu'elle n'est pas dans le dictionnaire français, en France on parle de la sensibilité, la sentience, en fait, les anglo-saxons utilisent cet adjectif pour désigner le fait que les animaux ont des buts, des désirs, qu'ils ressentent la douleur, la souffrance, et qu'ils cherchent souvent d'ailleurs à éviter désespérément cette souffrance, et même comme on peut le voir dans les abattoirs, ils tentent désespérément d'éviter la mort parce qu'ils tiennent à leur vie tout comme nous. Donc un petit peu d'histoire du droit de l'animal. Notre code civil, qui est donc le code à la base, c'était le code napoléonien de 1804. À l'origine, il n'y avait aucune protection, aucune loi de protection des animaux. Il existait des règles quand même, mais c'était des règles en fait qui étaient contre les animaux. Il faudra attendre 1850 pour qu'on puisse voir les prémices de la protection animale avec la loi Grammont, la fameuse loi Grammont, qui protégeait non pas l'animal en lui-même, mais la sensibilité de l'humain, qui pouvait être mise à rude épreuve devant la souffrance de l'animal. Donc en fait, à l'époque, on sanctionnait d'une simple contravention tous les actes de maltraitance, mais qui étaient commis en public. Et voilà, donc sur les chevaux, puisque à l'époque de Malebranche, il y avait beaucoup de chevaux, beaucoup de calèches, et les chevaux étaient souvent maltraités, et les humains ne supportaient pas cette maltraitance. Donc il faudra attendre un siècle pour qu'on reconnaisse à l'animal un intérêt propre à ne pas souffrir, et que l'on condamne également les actes de maltraitance. Donc là je parle de maltraitance parce qu'on est toujours dans le cadre des contraventions uniquement, que l'on condamne donc les actes de maltraitance commis également dans la sphère privée. Donc c'était quand même un grand pas de reconnaître cette capacité qu'avaient les animaux à souffrir et que cette souffrance était indépendante de la souffrance des êtres humains. Donc la troisième étape importante, c'est 1963, parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1963? Pour l'instant, c'était des simples contraventions. Eh bien, en 1963, on va créer un délit. C'est le délit sur les actes, voilà, je vais résumer très vite, c'est pour les actes de cruauté. Donc pour vous donner à peu près un ordre d'idée, donc une contravention, un excès de vitesse simple, c'est une contravention, et donc on est passible d'une simple amende. Tuer un animal, mais sans le faire souffrir au préalable, c'est une simple contravention. C'est-à-dire que si votre voisin tire à la carabine sur votre chat, que votre chat meurt sur le coup, il n'y a pas d'acte de cruauté au sens de la jurisprudence, et c'est une simple contravention de 5e classe, certes, mais la personne qui a commis cet acte
ne sera pas poursuivi devant le tribunal correctionnel. Pour être poursuivi devant le tribunal correctionnel, mais mes collègues en reparleront également, il faut avoir commis ce qu'on appelle un acte de cruauté. Et là, effectivement, ce sont les magistrats qui vont décider en fonction des faits s'il s'agit d'un délit. Enfin, c'est même le parquet qui va orienter soit vers le tribunal de police, soit vers le tribunal correctionnel. La quatrième étape, que tout le monde connaît, j'allais dire, c'est 1976, parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1976 ? Ce matin, j'ai vu que l'intervenant pour L214 vous avez mis l'article, c'est dommage, on l'a plus, j'ai pas son PowerPoint, sinon je vous l'aurais mis, il vous a mis l'article L214-1, donc qui dispose, je vous le redis, tout animal étant un être vivant sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Je ferai une parenthèse en vous disant qu'en fait, si on appliquait réellement cet article aujourd'hui, eh bien on pourrait interdire pratiquement la majorité de tous les élevages concentrationnaires, parce que les poules en cage et les cochons et les lapins dans les cages, donc 99% des lapins sont dans des cages, eh bien c'est impossible de respecter les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Les lapins peuvent sauter, doivent avoir des terriers, les poules aiment picorer. Enfin, vous voyez, donc si vraiment cet article, mais c'est pareil, je pense qu'on en reparlera aussi, si vraiment cet article était appliqué, eh bien on pourrait faire fermer de nombreux élevages. Donc la cinquième étape, qui est la dernière, puisque depuis il n'y a pas eu enfin il n'y a pas eu en tout cas, il y en a eu au niveau européen, mais au niveau national il n'y en a pas eu, c'est 2015, et effectivement 2015, le Code civil a reconnu que à son tour, que les animaux étaient des êtres doués de sensibilité. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont dit, enfin pas souvent, pas des juristes d'ailleurs, mais beaucoup de personnes ont dit « Ah mais c'est la révolution, maintenant les animaux, ce sont des êtres vivants sensibles, ce ne sont plus des biens, chouette ». Le problème, c'est que comme le dit Jean-Pierre Marguenot, les animaux, en fait, ils sont restés en lévitation. Parce que le Code civil les a reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité, mais ils sont toujours, en fait, placés dans le chapitre des biens, parce que notre Code, il n'a toujours que deux catégories. Il avait déjà deux catégories en 1804, et en 2015, il en a toujours deux. Il a la partie qui concerne les biens, et une autre partie qui concerne les personnes. Donc, tout à l'heure, on vous en parlera aussi. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une véritable révolution? Eh bien, il faudrait un véritable statut juridique des animaux. Brièvement, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, les animaux, en étant toujours dans la catégorie des biens, sont restés ce qu'on appelle des objets de droit. C'est-à-dire qu'on peut se les approprier, qu'ils n'ont pas de droit, alors que les humains, vous, moi, nous sommes des sujets de droit. Dès que l'on est, dès notre naissance, on a des droits. Et on n'a pas le droit de s'approprier un autre être humain. Donc il aurait fallu créer soit une troisième catégorie, mais ça aussi, donc ça c'est dans ce qu'on appelle les perspectives, on aurait pu considérer, et il y avait une députée qui avait proposé un projet de loi, c'était Geneviève Gaillard, et qui avait proposé qu'on ajoute au code une troisième catégorie, les animaux. Donc on aurait les biens, les personnes et les animaux. Mais à l'époque, quand cet amendement a été voté, eh bien en fait, ce projet de loi a été mis sous le tapis. Et on peut dire quelque part que cet amendement, il a fait peut-être du bien, mais il a fait aussi du mal, puisqu'on a dit aux défenseurs de la protection animale et aux politiques qui voulaient qu'il y ait un véritable statut juridique, on leur a dit, écoutez, on vient déjà de vous accorder la sensibilité dans le code civil, donc déjà, soyez contents, c'est déjà bien. Donc en fait, voilà, c'est le problème de cet article, c'est qu'il ne permet pas d'aller jusqu'au bout de la reconnaissance d'un véritable statut juridique de l'animal. Donc l'autre possibilité, et j'en aurais terminé avec cette première partie, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la seconde partie, l'autre possibilité, mais ça aussi je crois que Lucille reviendra dessus, ça serait non pas de créer une troisième catégorie, mais de créer une sous-catégorie aux deux catégories existantes. Puisqu'on a les biens et les personnes, eh bien on aurait la catégorie des personnes humaines et la catégorie des personnes non humaines. Donc on verra que certains pays, dans certaines décisions, ont commencé d'accorder cette catégorie de personnes non humaines, notamment aux grands singes. Mais ça, en France, pour l'instant, on en est bien loin. Donc, en règle générale, les animaux, donc, sont protégés, donc, comme vous le voyez, par le code, et notamment par le code pénal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait,
plus l'animal est proche de nous, c'est-à-dire que l'animal domestique, ou le grand singe, plus l'animal est protégé. Et plus il est loin de nous, c'est-à-dire notamment les animaux sauvages, et les poissons aussi, et bien moins ils sont protégés, parce que le Code civil est complètement anthropocentré. Alors déjà, il ne considère l'animal que comme appartenant à l'être humain, sinon vous n'êtes absolument pas protégé. Et puis, en fait, il va placer les animaux dans différentes catégories, en fonction non pas de l'animal et de la sensibilité de l'animal, mais en fonction de l'utilité que l'animal va avoir pour l'homme. C'est comme ça qu'on a créé plusieurs catégories. La catégorie de l'animal, donc de compagnie, animal domestique. Ensuite, il y a la catégorie des animaux de rente. Et puis, en tout dernier, la catégorie des animaux sauvages. Et les animaux sauvages étant considérés comme des res nullius, c'est-à-dire comme n'appartenant à personne, eh bien, ils ne sont absolument pas protégés par le Code pénal. C'est-à-dire qu'ils sont protégés en tant qu'espèces par le Code de l'environnement. Et là, c'est un grand manque actuel de la loi. C'est-à-dire que c'est l'espèce qui est protégée. Quand l'espèce est en voie de disparition, on protège l'espèce, mais on ne protège jamais l'individu. Et je vais vous donner, avant de vous donner l'exemple des lapins que j'aime bien donner dans mes conférences, vous avez par exemple une affaire récente du hérisson. Vous avez des jeunes qui se sont amusés à jouer au football avec un hérisson après l'avoir allumé, enfin avoir mis le feu sur lui. Et donc il y a eu une poursuite contre eux, mais parce que le hérisson est un animal protégé et est en voie de disparition. Mais donc ils ne sont pas poursuivis pour acte de cruauté, parce que comme le hérisson est un animal sauvage, eh bien l'acte de cruauté qui s'applique pour les autres animaux ne s'applique pas. Donc en fait, les animaux sauvages, eh bien, ne sont étrangement pas des animaux sensibles. Donc je pense qu'il est important, et l'association Animal Justice et Droit que je représente travaille actuellement avec un député pour que l'on puisse faire une proposition de loi. Cette proposition de loi avait déjà été faite, toujours par Geneviève Gaillard et par Laurence Abeille, pour qu'en fait la reconnaissance de la sensibilité de l'animal soit étendue à l'animal sauvage. Même si le Code civil ne dit pas, puisqu'on pourrait considérer que le Code civil, cet article, s'applique aux animaux sauvages. Le problème, c'est que, comme le Code civil, je vous disais tout à l'heure, ne considère l'animal que comme un être vivant, sensible, mais appartenant à un être humain, à partir du moment où vous êtes un res nullius, finalement, cette sensibilité ne vous concerne pas, et le Code pénal ne vous est pas applicable. Donc j'aime bien donner l'exemple des lapins pour finir, parce que ça montre bien les différentes catégories et l'absurdité, l'incohérence du droit, donc qui protège les animaux en fonction de leur utilité. Donc si vous êtes un lapin domestique, eh bien, vous êtes protégé par le Code pénal et votre propriétaire n'a pas le droit de vous faire du mal, il n'a pas le droit. Donc s'il vous tue sans vous faire souffrir, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une simple contravention. Par contre, s'il pratique des actes de cruauté sur vous, eh bien là, c'est un délit. Donc, le petit lapin de compagnie, c'est celui qui est le plus protégé, le petit lapin nain de compagnie. Mais si vous êtes un lapin de Garenne qui vit en liberté, eh bien là, vous êtes donc un lapin sauvage, et si on peut, si on ne vous a pas attrapé, si on ne vous a pas mis en captivité avant, eh bien, on peut commettre tous les actes de cruauté sur vous, ou en tout cas, vous ne serez pas pénalement responsable. Alors, j'aime bien aussi évoquer le lapin de laboratoire, parce que c'est ce même lapin, si vous êtes un lapin de laboratoire, comme vous êtes tenu en captivité, eh bien, vous êtes censé être protégé par la loi. Le problème, c'est que, bien là, la loi, elle est complètement schizophrène. Vous êtes protégé par la loi, vous êtes un lapin sensible, et si effectivement, depuis 2013, on ne peut plus tester des produits cosmétiques, en principe, sur vous, on peut continuer à tester toutes sortes de produits toxiques. Donc on peut continuer à vous mettre de l'eau de javel dans les yeux, à vous faire tester des produits chimiques, toutes sortes de produits. Donc effectivement, là, la sensibilité du lapin, on se demande si le lapin de laboratoire est encore un lapin considéré comme un être vivant doué de sensibilité. Il y a une réglementation, certes, mais cette réglementation, elle est quand même... elle n'empêche pas, moi, ce que j'appelle des véritables actes de torture.